22 heures sur Télé Djibouti. Merci à vous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les principaux titres. La Banque islamique a organisé un symposium sur les principes, les lois et les nouvelles perspectives pour les banques. Et course contre la montre à Tokyo pour retrouver des survivants après un cataclysme de magnitude 7,5 sur l'échelle de Richter. Voilà pour les titres, bonsoir à tous. Le mont Ougoul a célébré avec faste et éclat le passage à la nouvelle année 2024. C'est lors d'une soirée de réveillon du Nouvel An que la ville d'Arta s'illuminait de 1000 feux pour accueillir l'arrivée d'une nouvelle année 2024 dans une ambiance festive. L'événement riche d'un festival d'activités musicales et culturelles a regroupé sur place dans l'enceinte du Sun Hill Center plusieurs autres personnalités dont la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Ibo Moumena Sowe, les autorités de la région, des cadres du ministère, plusieurs responsables, des notables, une foule compacte d'anonymes, de jeunes et de moins jeunes, et tout à donc sous un ciel sombre constellé, vibré au rythme de chansons musicales modernes, de danses traditionnelles qui se succédaient sur la scène. Nous restons dans la région d'Arta, notamment dans la sous-préfecture de Damerjog, où une soirée a été également organisée pour le passage à la nouvelle année 2024, un moment d'unité et de joie où les hautes autorités et les habitants de la sous-préfecture se sont joints aux festivités, célébrant la richesse culturelle de la région et la nouvelle année avec un enthousiasme contagieux. Le programme chargé de la soirée mettait en lumière de jeunes chanteurs icônes de la région dans des voix captivantes et des performances énergiques qui ont su enflammer les corps. Et dans le cadre de la convention entre le gouvernement de Djibouti et le gouvernement de la République populaire de Chine, une cérémonie de réception d'un médicament offert par le gouvernement chinois s'est tenue jeudi dernier à la centrale d'achat des médicaments et des matériels essentiels du ministère de la Santé. Il est à rappeler que Djibouti et la Chine partagent des relations historiques et amicales datant de plusieurs décennies. Ainsi, pour renforcer ce partenariat et cette amitié, le gouvernement de Chine a octroyé un nombre de médicaments essentiels au gouvernement de Djibouti. La représentante de l'ambassade de Chine à Djibouti a déclaré que la collaboration entre Chine et Djibouti est multidimensionnelle, ce don composé de médicaments essentiels et de produits injectables d'une valeur de 50 000 $ va servir sans nul doute à la prise en charge des malades des différentes structures sanitaires
du pays. Et de son côté, le conseiller principal du ministre de la Santé a remercié l'ambassadeur et le gouvernement de la Chine pour le don précieux de médicaments essentiels et injectables et a indiqué que la réception de ce don par le ministère de la Santé rentre dans le cadre de l'appui constant et multiforme qu'apporte la Chine à la République de Djibouti. La Banque Saba Africa a accueilli un symposium scientifique organisé par l'Autorité nationale de surveillance de la charia intitulé « Les principes, les lois régissant les banques islamiques et les normes de la charia ». Les activités de ce symposium ont été présidées par le président de l'autorité, Ibrahim Abad Ibrahim, et le directeur de la Banque africaine Saba, en présence des représentants des banques islamiques opérant sur la scène nationale, outre de nombreux universitaires représentants de la société civile et plusieurs autres invités. Ce symposium scientifique a été organisé par le professeur Dr Fadel Ben Abdallah Mourad, où donc il a été mis en lumière les principes et les lois régissant des banques islamiques et les normes de la charia. Au début, le président de l'Autorité nationale de surveillance de la charia a souhaité la bienvenue aux participants de ce symposium, soulignant en même temps la nécessité pour ceux qui travaillent dans les banques islamiques du pays de comprendre et de se familiariser étroitement avec les principes et les lois régissant des banques islamiques et normes de la charia. Il a attiré l'attention sur le fait que l'autorité nationale de supervision de la charia est chargée d'étudier et de proposer de nouveaux produits de transactions pour les banques et institutions financières islamiques à Djibouti, d'autant plus que la finance islamique dans le pays a connu un développement remarquable depuis l'ouverture de la première banque islamique à Djibouti en 2006. Il a souligné que l'autorité nationale de supervision de la charia à Djibouti a été créée conformément à un décret présidentiel publié en novembre 2015 dans le but d'assurer un leadership dans les principes et les dispositions de la finance islamique qui soutiennent la force de l'économie. Et dans son intervention, le directeur général de la Saba African Bank a émis le souhait que ce symposium soit le début d'un travail commun du conseil de surveillance de la charia à Djibouti qui travaille tous officiellement et avec certitude pour la réalisation et l'accomplissement de cette noble démarche. Nous souhaitons établir, a-t-il indiqué, une expérience sûre et saine conforme à la charia. Cela signifie que nous souhaitons faire évoluer la société vers une banque intégrée. Nous sommes aujourd'hui sur un chemin qui invite donc de nombreux pays africains de profiter de cette expérience. Nous travaillons à mettre en œuvre tous ces savoirs pour qu'ils soient conformes aux besoins du peuple, sortant de l'oppression et de l'usure dans l'achat et la vente. Et de son côté, le conseiller formateur a indiqué que les banques islamiques ont été créées pour la première fois dans les années 1950 lors de plusieurs tentatives, notamment en Malaisie et au Pakistan. L'objectif principal étant de construire une banque islamique centrale et périodique qui remplacerait la Banque mondiale et unifierait la monnaie islamique. C'était un grand projet et il a indiqué qu'il considérait que ce livre qui existe depuis 30 ans a été soumis à un travail énorme mené par certains des savants les plus éminents. Je pense, a-t-il conclu ses propos, qu'il s'agit d'une doctrine quelque peu collective et de l'ouvrage le plus important de l'histoire de l'islam. Dans les dossiers de cette édition, nous allons parler dans un premier temps de l'artisanat à Djibouti, donc comme dans le reste du monde et de l'Afrique notamment. L'artisanat constitue une activité importante de création de revenus, une activité également génératrice d'emplois et ce faisant qui participe à son niveau au développement économique durable. Et conscient de ses retombées, surtout dans la lutte contre la pauvreté, le gouvernement de Djibouti a opté pour une stratégie nationale susceptible de favoriser la mise en place d'un cadre propice d'expression et de promotion de l'artisanat à Djibouti. La suite dans cette séquence. Importante des créations de revenus, une activité également génératrice d'emplois et qui participe à son niveau au développement économique durable. Conscient de ses retombées, surtout dans la lutte contre la pauvreté, les gouvernements djiboutiens ont opté pour une stratégie nationale susceptible de favoriser la mise en place d'un cadre propice d'expression et de promotion de l'artisanat à Djibouti. L'Afrique est un continent regorgeant d'innombrables œuvres d'art agréablement appréciées par les restes du monde. Cette richesse du patrimoine culturel est un facteur stimulateur de développement, influence sur des secteurs tels que le tourisme
ou l'artisanat d'art, créant des revenus ou des activités considérées initialement comme accessoires et qui, au fur et à mesure, deviennent des véritables spécialisations du fait de l'existence d'un marché porteur. Pour ce faire, les autorités politiques sont jointes à l'idée d'organiser ou de procéder aux diverses initiatives au profit du monde rural et de l'artisanat afin de permettre aux artisans de libérer leur génie créateur et de produire des belles pièces. Les objets d'art comme les bijoux et les perles, les vanneries, les divers objets décoratifs présentés par les artisans lors de la semaine commerciale de l'artisanat du coopératif Femmes du milieu rural, un événement purement culturel qui s'est tenu à Boadimol et aussi tout récemment lors de l'atelier axé sur les industries culturelles et créatives à la Bibliothèque nationale où les expositions des objets d'art aux différents stands reflétaient la volonté émancipatrice de ces artisanes, également la richesse de notre patrimoine artisanal. C'est pourquoi le ministère de la Femme et de la Famille, les ministères de la Jeunesse et de la Culture, les principaux organisateurs de l'événement, transformé un site à l'entrée du Bois d'Imol en un dédale de stands d'exposition des productions artisanales. Ces femmes artisanes n'ont rien laissé au hasard pour étaler leur savoir-faire auprès des visiteurs des marques qui se sont déplacés pour l'occasion. Mais à côté des commerces qui génèrent des revenus, il y a lieu de reconnaître que c'est la conscience morale et patriotique qui incite et motive tous les acteurs politiques à la protection de ces patrimoines culturels qu'il faut à tout prix préserver. Il est à savoir que ces produits artisanaux ont un aspect positif, c'est la promotion culturelle en général et permettent également la multiplication des microcrédits, des financements, des développements coopératifs d'artisans producteurs. L'époque où les artisans ne disposent pas des supports promotionnels publicitaires qui constituent des handicaps pour l'essor des secteurs artisanaux évolue, car l'artisan bénéficie aujourd'hui d'une attention spéciale des opérateurs économiques, d'institutions publiques capables d'améliorer ses conditions de travail et de lui conférer un statut professionnel dans le marché de l'art. Dans cette ère numérique en constante évolution, les artisans ont une démarche entrepreneuriale qui intègre un plan de marketing. Il y a des entreprises à vocation culturelle et Hidayelo en est un parfait exemple vivant. Ça fait bouger le pays, ça booste le pays, ça donne à la jeunesse un avenir. Et c'est des secteurs vraiment créateurs d'emplois et générateurs de revenus. C'est très important. On pense que quand on fait le design, c'est juste une personne qui va faire le dessin, qui va coudre. Il y a une personne qui va faire le dessin. Il y a d'autres personnes qui vont coudre, mais à côté, il y a tous les accessoires. Il y a les accessoiristes, ceux qui vont faire les bijoux, ceux qui vont faire les chaussures, ceux qui vont faire le make-up, ce qu'on appelle make-up artiste. Il y a les coiffeurs. Donc ça englobe beaucoup d'emplois. Et ça va même dans le secteur du cinéma, dans le secteur du théâtre, les costumiers, par exemple. Bien structuré et bien organisé, l'artisanat djiboutien peut aujourd'hui nourrir les artisans qui s'y consacrent. Un secteur prometteur, une dynamique entrepreneuriale qui constitue une source de revenus pour des gens qui travaillent avec une diversité de matières. Avec la volonté politique et la bonne organisation de ces secteurs, l'artisanat contribue aux efforts de lutte contre le chômage et de ces faits participe à la réduction de la pauvreté. Et nous allons passer donc au second dossier de cette édition et nous allons parler des mutilations génitales féminines. Leur impact sur le futur des jeunes filles et donc victimes de ces pratiques ancestrales est néfaste. Et nous allons également nous focaliser sur la politique nationale mise en place par le gouvernement de Djibouti pour lutter contre ces MGF. Reportage. La République des Djibouti, dotée d'une superficie de 23,200 km², est située dans la Corne de l'Afrique et partage des frontières avec l'Érythrée au nord, l'Éthiopie à l'ouest et au sud et avec la Somalie au sud-est. Les MGF, bien qu'illégales à Djibouti depuis les années 80 et étant des pratiques ancestrales abandonnées par la population djiboutienne compte tenu des dangers et des répercussions qui ont été constatées et qui ont survenu, ces pratiques traditionnelles sont exercées tout de même par la majorité des groupes ethniques du pays. Nés dans les années 80, les mouvements djiboutiens qui luttent contre ces mutilations s'est lentement mais régulièrement intensifié au cours des 25 dernières années, l'élan de toute génération. Ce mouvement a été créé par l'UNF2, l'Union nationale des femmes djiboutiennes.
C'est en 1980 que l'Union nationale des femmes djiboutiennes a lancé des opérations de la lutte contre les MGF pour favoriser toutes les actions susceptibles de sensibiliser la population djiboutienne à abandonner ces pratiques ancestrales dévastatrices pour la santé des jeunes filles et femmes. Nos actions consistaient avant tout d'aller sur le chemin pour entrer des femmes leaders de chaque quartier qui seraient à nos côtés et s'engager pleinement à cette cause noble qui est l'abandon total des MGF pour un élan social plus prometteur pour la santé des jeunes filles. Il s'agissait au prime abord de former les femmes djiboutiennes sur l'aspect néfaste de l'excision type pharaonique. Pour ce faire, nous avons dispensé de formation pour les exciseuses au niveau national et au-delà, puisque certaines femmes ont pu bénéficier de formation en Chine. L'objectif est de responsabiliser ces femmes à emboîter leurs pas pour prendre la relève afin de sensibiliser sur l'importance capitale que revêt l'abandon de la pratique pharaonique de l'excision. Rappelons qu'il y a eu une loi portant sur l'abandon de l'excision qui a été promulguée en 2005 et aujourd'hui, suite à des moultes ateliers de sensibilisation et de rencontres de proximité avec les femmes excisieuses, la République de Djibouti est sur le chemin de l'application de cette loi. Force est de rappeler que les MGF sont des interventions visant à modifier ou endommager les parties génitales d'une femme ou d'une fille, sans raison médicale. Il s'agit le plus souvent d'une ablation totale ou partielle des organes génitaux externes, ce qui est une violation des droits fondamentaux des femmes et des filles contraintes à subir cette atrocité. Rappelons qu'à Djibouti, nombreuses jeunes filles et femmes victimes des MGF et conscientes des dangers et les risques potentiels qui en découlent de pratiques manifestent visiblement un engouement particulier à toutes les initiatives et actions sociales susceptibles de favoriser l'abandon complet des MGF. Conscient qu'il s'agit là d'un crime contre l'innocence, les gouvernements djiboutiens a dès le début impliqué davantage les acteurs de la société civile, des professionnels des médias et des réseaux sociaux pour éradiquer cet usage de croyances ancestrales. De nombreux efforts et progrès sont réalisés ces dernières années par les gouvernements djiboutiens pour lutter contre des pratiques néfastes des MGF avec toutes ces complications, ces répercussions psychologiques qui sont susceptibles de survenir. La campagne annuelle internationale pour l'élimination de la violence à l'égard du genre féminin a débuté à la République de Djibouti le 25 novembre 2022. Parmi les violences infligées aux femmes, on peut citer la mutilation génitale féminine, excision et affabulation, qui est une forme extrême faite aux femmes. Une Djiboutienne subissait des mutilations, bien que cette pratique d'un autre âge soit réprimée par la loi depuis plusieurs générations. À cette occasion, un atelier de partage de connaissances sur les violences basées sur le genre a été organisé le mercredi 7 décembre 2022 au Sheraton Hotel par les Nations Unies, l'INSF, l'NFPA et le ministère de la Femme et de la Famille, profit des professionnels des médias et des influenceurs des réseaux sociaux qui doivent être édifiés sur les conséquences des mutilations féminines. Depuis, les médias n'ont de cesse de sensibiliser le grand public à travers les spots télévisuels, des sketchs, des reportages et des émissions qui enchaînent des images mettant un projecteur sur l'aspect néfaste de cette pratique ancestrale. L'objectif recherché est avant tout d'apporter une solution aux graves conséquences que peuvent avoir les MGF sur la sécurité et l'intégrité physique, mais aussi sur la vie et la santé de ces femmes et jeunes filles. Il y a lieu d'admettre que ceci ne relève uniquement de la conception de quelques praticiens qui y trouvent un fondement religieux. En réalité, ils avancent que c'est classique, traditionnel et fondamental pour le rite des passages et la socialisation de la femme et de la fille, précieux et infaillible pour l'attachement à la tradition et à la fidélisation de la femme à son conjoint, mais en vain. Car ici, nous avons une intervention d'Isher qui nous explique l'aspect destructeur de ces pratiques traditionnelles qu'il faut, selon lui, à tout prix abandonner. وليس دين وإذا كانت العادة مضرة بإمكان الإنسان أن يترك عنها لأنها تتسبب في وفاة كثير من الفتيات. Il convient de souligner que les victimes de la MGF endurent systématiquement des souffrances physiques auxquelles s'ajoute un traumatisme émotionnel et des complications médicales ultérieures. Ici, vous êtes en post-natal, nous accueillons les femmes accouchées au J7, c'est-à-dire au 7e jour après l'accouchement.
Après avoir fini la consultation, c'est-à-dire la consultation, voir son état général, après avoir fait l'information, la communication, l'éducation sur l'allaitement maternel, après avoir bien sûr fait l'éducation sur l'équilibre alimentaire et l'hygiène corporelle, nous évoquons souvent aussi le problématique des MGF. Nous leur déconseillons de faire l'MGF aux petites filles. Nous savons très bien qu'il y a des conséquences physiques et psychologiques et mentales sur l'être qui a subi bien sûr cet acte. Nous leur déconseillons. À long terme et à court terme, il y a des gros problèmes, comme l'hémorragie, comme après plus tard sur l'accouchement, même après, au moment du mariage aussi, elle peut avoir des problèmes de rapport et tout. Ce sont les communautés qui pratiquent en commun ces accoutuments qu'il faut condamner pour tacler et remettre en cause ces idéaux sociaux, culturels et religieux propagés dans le but de justifier les biens fondés de cette pratique et sa pérennité dans le temps. Malgré une opposition à la pratique, les pressions familiales, religieuses et culturelles poussent souvent les femmes à perpétuer ces cycles de destruction sur leurs propres fillettes. Djibouti semble réussir dans son effort de la lutte contre les MGF, car les chers comme les docteurs n'ont de cesse de joindre leurs efforts à ceux du gouvernement pour l'abandon complet de ces pratiques ancestrales. Et nous clôturons l'actualité nationale avec un fait divers, notamment cet avis de recherche concernant un jeune homme dénommé donc Abdurrahman Mohamed Abdillah, né le 7 mai 2007 et qui est porté disparu depuis le 30 décembre 2023 vers 14h de l'après-midi de son domicile à PK12 dans le secteur de Bambo Daoud. La dernière fois que ce jeune homme Abdurrahman Mohamed Abdillah a été aperçu, il était vêtu d'un pantalon jean bleu et d'un t-shirt noir. En cas de découverte, vous êtes prié de contacter les numéros 77 05 32 50 ou 77 77 81 85 ou de contacter la brigade des forces de l'ordre la plus proche. Et là, nous passons à l'actualité internationale. Le Japon est frappé par un puissant séisme. Une course contre la montre est engagée aujourd'hui au Japon pour retrouver des survivants après un séisme qui a dévasté hier la péninsule de Noto dans le centre du pays, faisant 30 morts et 14 blessés graves et beaucoup de blessés légers selon un nouveau bilan provisoire. Survenu lundi, le principal séisme parmi plus de 150 secousses importantes ressenties jusqu'à mardi matin a été enregistré à une magnitude de 7,5 sur l'échelle de Richter selon l'Institut américain de géophysique et de 7,6 selon l'agence météorologique japonaise. Le Japon est hanté par le souvenir du terrible séisme de magnitude 9 suivi d'un tsunami géant en mars 2011 sur les côtes nord-est du pays, une catastrophe qui a fait quelques 20 000 morts et disparus. Ce désastre avait aussi entraîné l'accident nucléaire de Fukushima, le pire depuis celui de Tchernobyl en 1986. Nous restons au Japon où un avion de la compagnie Japan Airlines a pris feu aujourd'hui sur une piste de l'aéroport international de Tokyo Haneda, selon des images de la télévision publique japonaise, après une collision au sol avec un avion des gardes-côtes japonais. 5 des 6 occupants de cet appareil sont morts, selon le ministre japonais des Transports. Japan Airlines a déclaré que son avion avait heurté l'autre appareil peu après son atterrissage, selon l'agence de presse Kyodo, ajoutant que le ministère japonais des Transports enquêtait sur l'accident. Une équipe d'experts français du bureau d'enquête et d'analyse pour l'aviation civile doit arriver demain mercredi pour participer aux investigations. Tokyo Haneda est l'un des 2 aéroports internationaux de la capitale japonaise et l'un des plus fréquentés au monde. Les accidents impliquant des avions de ligne sont extrêmement rares au Japon. Le plus grave d'entre eux, s'est produit en 1985 quand un avion de la Japan Airlines s'est écrasé entre Tokyo et Osaka, faisant 520 morts, soit l'une des pires catastrophes aériennes au monde. Et enfin, au Cameroun, une possible hausse de prix du carburant en 2024. Le Cameroun s'apprête à connaître une autre augmentation du prix du carburant en cette année 2024 après celle de l'an dernier. Et à l'occasion de son discours de fin d'année prononcé le 31 décembre dernier, le président camerounais Paul Biya a annoncé une possible hausse des prix
à la pompe. Déclaration qui intervient au lendemain d'une pénurie de carburant super dans le pays. Le président Biya évoque des contraintes budgétaires qui obligeraient l'État camerounais à baisser la subvention d'1,6 milliard de dollars qui pèse significativement sur le trésor public. Le Cameroun fait face à une importante insuffisance de ressources financières pour la réalisation de nombreux projets de développement. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée sur Télé Djibouti.